va commencer la petite en termes de synth et les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Bien sûr, je ne pourrais pas survoler l'ensemble des outils et des sites internet, des applications web qui sont présentes pour faire de l'osynth. Vous en verrez et je vous redirige par contre par, sur un PDF fait par des professionnels, des gens du renseignement, des informaticiens, des chercheurs en cybersécurité, des mathématiciens en sciences appliquées, bref. Euh, et donc, il y a quasiment 230 pages d'outils que vous pourrez utiliser au quotidien pour tel ou tel secteur d'activité, pour tel ou tel domaine de compétences, pour faire de la reconnaissance, pour comprendre les surfaces d'attaque, les surfaces de recherche, si jamais vous essayez de faire du renseignement, en fait, sur des entités précises. Tout ça pourra vous aider. Donc, on va commencer par un outil qui s'appelle Photon. Photon, pourquoi? Parce qu'il va à la vitesse de la lumière et ça permet de faire du web scrapping. Le web scrapping, ça consiste en quoi? Grosso modo, quand on récupère des informations sur une cible en ligne, on sait que c'est une activité toujours très chronophage. Je vous l'ai toujours dit si vous avez suivi les précédentes vidéos. Et il nous faut certains types d'informations spécifiques et comprendre, grosso modo, quand on s'intéresse à un site internet, quelle est la cible et quels sont ses sous-domaines. Donc, pour ce faire, on va utiliser un web crawler qui est spécifiquement désigné, construit pour faire du renseignement source ouverte. On l'appelle Photon et il va venir récupérer les URL que vous lui injectez et en retour, vous récupérez toutes les informations et c'est un outil de poids pour un hacker. Donc, on va essayer de récupérer le maximum d'informations sur une cible tout en restant un maximum furtif. Donc ces règles, ces méthodes de scanning et d'énumération requièrent beaucoup de créativité aussi pour trouver des preuves qui sont pertinentes. Donc Photon, en fait, c'est un outil d'OSINT. Je vous ai dit que c'était un scanner, un crawler, et qui permet en fait une utilisation en ligne de commande, en CLI, pour faire du crawling, pour aller récupérer les informations sur des pages web. Donc plutôt que se focaliser sur les vulnérabilités, lui, Photon, trie les données et affiche aux hackers de la façon la plus compréhensible possible. Photon utilise notamment une possibilité de reconnaissance et d'extraction de données de façon automatique, comme des scripts de page. On peut lui en demander d'utiliser des scripts, récupérer des adresses mail par exemple, récupérer des mots de passe importants, ou utiliser des clés API. Les API, pour rappel, ce sont des interfaces de programmation qui ont été exposées par un accident, par une data breach, par une cyberattaque. Et tout ça, on va récupérer, comme on dit en anglais, on the wild, in the wild, dans la nature, toutes les informations qui ont pu fuiter à partir de bases de données privées qu'on va pouvoir utiliser en renseignement d'origine source ouverte pour parvenir à nos fins. Donc, plutôt que de regarder les pages web de façon classique, j'ai envie de dire, Photon nous permet de regarder dans le passé. Je vous montrerai un site que vous devez sûrement connaître si vous avez un peu d'expérience, c'est le Wayback Machine. C'est un site qui s'occupe d'archiver l'ensemble de l'Internet, en fait. Et on lui demande un seed, c'est un peu comme dans les torrents, le seed c'est la graine. Et à partir de cette graine, eh ben, qu'est-ce que va faire le logiciel? Il va scraper, comme on dit en anglais, scrapping. Et donc, il va venir récupérer, énumérer l'ensemble des URL qui sont corrélés à notre graine. Notre graine, c'est, allez, www.lemonde.fr. Eh ben, il va venir récupérer toutes les informations, toutes les sources qui sont corrélées à ce nom de domaine. Donc, Photon, on voit qu'il est assez complexe. Ça paraît très simple au début et c'est assez complexe de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de filtres que vous pouvez appliquer. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. N'importe qui peut utiliser Photon, mais vous tirerez la quintessence et vous irez raffiner l'information, récupérer des informations pertinentes naturellement en n'utilisant pas les options de base, mais en utilisant les différents filtres
qui sont à votre disposition. Et ça sera un gain de temps et des preuves qui vous mettront sur de nouvelles pistes pour continuer votre phase de recueil d'informations, de reconnaissance sur une cible. Donc on va voir comment l'installer, on va voir, je vais partir du zéro en me disant que vous savez quand même installer une VM et un Kali Linux ou un ParrotOS. Voilà. Ça, je ferai des vidéos si vraiment vous en avez besoin, mais je pense que, honnêtement, si vous êtes intéressé par ma chaîne, vous devez en savoir autant que moi, si ce n'est plus. Donc, je ne dois pas vous apprendre ça. On va voir, par contre, voilà, quelles sont les bases, les prérequis pour installer l'application. On va se mettre un peu de son, parce que ma voix nasillarde, ça va un moment. Donc, les bases. Toujours, on va mettre à jour le repo en faisant un update, un apt. Vous pouvez faire le get, c'est l'ancienne commande. Oubliez le get, maintenant c'est apt tout court. On va faire un update, on va faire un EE pour passer à l'instruction suivante. On demande une élévation de privilège avec sudo sur les deux commandes. On veut également apt et cette fois-ci, on veut un full upgrade pour être sûr que notre système d'exploitation est à jour. Donc, apt permet de gérer les paquets sous Debian. Et là, on voit que tous mes paquets sont à jour. Si c'est pas le cas, ça va prendre quelques minutes, voire quelques heures, en dépend de vos... Tout va dépendre du nombre de paquets qui n'est pas à jour. Donc là, je suis bon. Maintenant, quels sont les prérequis pour installer Photon sur une machine Debian Linux? On va vérifier. Déjà, il faut avoir Python 3. Donc, tapez Python 3. Voilà. On voit que j'arrive dans la console Python. Et il n'y a pas de problème, j'y accède, je peux demander un copyright, je peux importer des librairies. Voilà, je suis sous le programme Python, qui est très utilisé, comme vous le savez, dans Kali Linux ou ParrotOS. Donc là, c'est pas exit, c'est exit, au revoir. Là, je sais que mon Python 3, il est installé. Si j'ai un doute, je fais sudo apt install Python 3. Et on va voir s'il est dans le repos. Ok, là, il me dit... Ok Coco, t'inquiète pas, t'as la dernière version la plus récente, la 3.9.04. Parfait. Suivant. Qu'est-ce qu'il nous faut également? Il va nous falloir vérifier en fait des prérequis au niveau des librairies. Il y a certaines dépendances qui sont nécessaires pour ce faire. Vous allez taper sudo pip, qui est un des modules de Python qui permet d'importer ou d'exporter ou d'effacer, d'enregistrer, d'installer des modules pour Python. Là, le module que je veux, c'est TLD, et je veux le module aussi qui s'appelle request. J'ai oublié l'install, pardon. Ok, il nous dit que les deux choses requises sont satisfaites. Donc là, les dépendances sont satisfaites, c'est parfait. On va venir cloner notre application. Alors, vous pouvez vous créer via mkdir un répertoire, où je l'ai appelé app, ou vous pouvez directement cloner l'application dans user, share, ou dans user bin, comme vous voulez, pour pouvoir y accéder directement à partir de la racine. Moi, je vais dans mon app, j'ai fait un sudo make dir app, et à partir de là, je vais faire ma commande sudo git clone et je vais mettre l'adresse https de GitHub du repo. Donc c'est tout le temps github.com et moi ce que je veux c'est S0, attention, mdev, ok, et le programme s'appelle Photon. Et rappelez-vous, quand vous tirez un fichier du repo git, c'est tout le temps un fichier git. Ça se termine par .git. Le nom de l'application et le .git. Voilà, ça me clone Photon. Parfait, on récupère le programme. Une fois qu'on est là-dessus, réflexe, on va aller dans le répertoire qui vient d'apparaître. Voilà. On a notre Photon qui a été téléchargé de GitHub. Je vais dans Photon, classique. Il y a un CD. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? On voit que j'ai plusieurs fichiers. J'ai un README, j'ai un requirement. Alors, pour plus de sécurité, vous pouvez faire, si vous voulez, une deuxième fois. Ça va vérifier que vous avez tous les prérequis. Vous pouvez faire un pip install R requirement.
Voilà. Et là, ça va vérifier à nouveau. Voilà. Finalement, il y a une nouvelle ressource qui n'était pas définie. Il vous faut 3 composantes pour satisfaire ça. On a vu le TLD, on a vu le request, mais il faut une nouvelle librairie, apparemment qui a été ajoutée récemment, qui s'appelle earlib 3. Parfait. Les 3 sont satisfaites. N'oubliez pas de faire ce commande, vu que je me rends compte que la commande que je viens de vous donner là, il manquait une composante. Donc oubliez ça, allez dans le répertoire et faites votre sudo pip install r3 requirement. Là, on a tout ce qu'il faut pour l'exécuter. On va l'exécuter. On va faire un Python 3, parce qu'on utilise tout le temps par prérogative, par protocole, j'ai envie de dire, tout le temps la dernière version de Python. Donc pour rappel, on va faire très simple, mais imaginons que je veux utiliser Python 1, ça sera Python. Si je veux utiliser Python 2, ça sera par exemple Python 2, plus mes commandes. Si je veux utiliser 2.7, je vais utiliser Python 2.7. Vous voyez que vous pouvez à chaque fois définir l'interpréteur. Et l'avantage de Kali, de ParrotOS et tout ça, c'est qu'on a l'ensemble des versions de Python. Vous n'êtes pas limité à la dernière version. Vous voyez tout à l'heure que j'utilisais la 3.9, mais là je peux très bien lui demander d'interpréter toutes mes commandes en langage Python 2.7. Si le programme a été programmé il y a très longtemps, on a plus intérêt à utiliser la version avec laquelle le programme a été interprété, compilé. Si c'est une 2.7, j'utiliserai une 2.7, qu'utiliser parfois la dernière version de Python qui peut poser des soucis de compatibilité. Donc, ça c'est un exemple. Donc moi, ce que je fais là, je fais un hop, au revoir, je fais un clean, et je veux un Python 3. On va quand même utiliser la dernière version. Et on veut quoi? On a vu qu'on a un script qui s'appelle photon.py. C'est un programme Py, parfait. Et là, on voit qu'on a photon, parfait. Donc, tout ça, on a nos flags à apprendre. Est-ce que vous pouvez faire un man photon? Je suis pas sûr. Non, malheureusement non. Mais là, vous avez les principaux arguments, les principaux flags. Et comment ça fonctionne? Eh ben, le scan basique, je vais vous montrer un exemple. Ok. Là, j'ai mon ami DotHazard, que je vous conseille d'aller voir, qui fait des petits tutos, pareil sur le hacking. Voilà le nom de domaine. Ok. J'ai mon autre domaine. Eh ben, on va scanner le nom de domaine. Donc, comment je vais faire? Ben, je vais faire pareil. Python photon.py, sauf que le H pour le help, j'en veux plus. Moi, je veux une cible. La cible, c'est U. Et qu'est-ce que je veux comme cible? https://dothazard.com. Entrée. C'est parti. Donc, vous voyez qu'il récupère automatiquement les robots TXT. Le site XML, si vous avez vu mes précédentes vidéos, il est en train de faire du crawling, du spidering. Voilà, il est en train de récupérer toutes les URL à partir du nom de domaine https://dothazard.com. On va le laisser tourner et on va voir. Donc ça, c'est un scan basique. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Je crois qu'il y a 3 niveaux de mémoire. Et on va venir récupérer tout ça. Donc si on regarde, vu qu'on a le temps, qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis l'argument U, le flag. U, c'est quoi? C'est l'adresse URL racine, root. Soit vous mettez "-u", soit www.url. "-url", pardon. Ok, donc là j'aurais dû faire un sudo, je suis un peu con. Vu qu'il crée des répertoires, des arborescences, il faut tout le temps l'exécuter en sudo. C'est reparti. Et donc là, il va nous créer une nouvelle arborescence qui va s'appeler DotHazard et je vais pouvoir récupérer tous les résultats. Et vous voyez que c'est vachement intéressant puisque il fait ça très vite. Honnêtement, ça met moins de temps qu'un scan complet sur 1000 ports d'une machine via Nmap en mode furtif.
Donc c'est très rapide. En 1 minute 30, voilà, il récupère. Là, il a récupéré 34 fichiers JavaScript. Et ça va nous donner énormément d'informations sur notre cible. Il a récupéré des fichiers. Intel Intelligence, c'est tout ce qui est informationnel. Robots, c'est les robots TXT qui demandent aux GAFAM d'archiver ou non le contenu. Fichiers internes, des scripts, tout ce qui est externe au serveur et sur lequel on peut faire du feasible. Feasible ou fuzz, ça veut dire qu'on a des ressources qu'on va pouvoir tester, faire des LFI, des RFI, comme je vous ai dit. Il nous dit qu'il a fait 90 requêtes pour parvenir à ses fins. Ça a pris 52 secondes et il faisait en moyenne une requête par seconde. Et tous ces résultats sont sauvegardés dans l'arborescence .hazard. Alors là, si je fais un ls, cool, je vois que j'ai une nouvelle arborescence qui vient d'être créée. Je vais aller là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai? Je fais un lsla. Ok. Et là, vous avez bien de fichiers texte. Alors, on va voir le premier, external. Voilà. Donc là, à partir du site, il nous montre tous les endpoints. C'est-à-dire que le site, avec ce nom de domaine, pointe vers tous ces endpoints, ces points de sortie. Ça veut dire que vous voyez que le gars s'est pas gêné visiblement. Il utilise massivement toutes les API, Twitter, Amazon, Facebook. Alors, maintenant on va scanner les DNS. Et on va voir un petit peu quelles sont les informations en dessus que nous donne Photon avec le flag DNS, l'argument DNS. Et là, vous allez voir la puissance de Photon. Là, il va venir cartographier, mapper l'ensemble du réseau à partir des serveurs DNS. Et vous allez charger des fichiers SVG, donc des fichiers non compressés, vectorisés, qui vont donner toute la cartographie du serveur. Et ses interconnexions, ses différents points, ses endpoints, et savoir comment nous on se connecte, comment tous les sites sont rattachés à ce nom de domaine. Et là, c'est de la folie. Photon, c'est un outil, c'est une petite perle. Je vous en dis pas plus. Donc là, il génère la map DNS, la fameuse map DNS. Et là, on va aller dans notre .hazard. Et là, qu'est-ce qu'on a en plus? On a un fichier PNG. Ok, cool. Firefox, .hazard, PNG. Vas-y, chérie. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Notre nom de domaine, les DNS, les fameux MX, qui sont, si je dis pas de bêtises, les serveurs d'hébergement, tout ce qui est front-end en termes de serveurs. Alors, on voit quoi? On voit que c'est hébergé sous un nom de domaine OVH. Donc toute la partie MX c'est Mail Exchanger. Ça permet de faire un enregistrement mail. C'est un type d'enregistrement du domain name system, le DNS, qui associe un nom de domaine à une liste ordonnée de serveurs de messagerie électronique.